Du coup, passons à notre deuxième joueur du jour. Allons sur Clint Capela, si tu veux bien. Clint Capela, 6 saisons sur la décennie, puisque draft 2014, 12 points de moyenne, 26 minutes de moyenne sur la décennie, à peine 8600 minutes sur cette décennie. C'est quand même très très faible, et je ne m'attendais pas, avant de le retravailler, à ce que ça soit aussi faible. C'est moins que Kevin Garnett, et c'est juste un peu plus que des joueurs comme Ray Allen ou Gerald Wallace. Donc voilà, à peine 334 matchs pour Clint Capela. Pas de récompense individuelle sur cette décennie en termes de palmarès. Au niveau des comparaisons de draft, par contre, NBADraft.net, eux, pensaient à un mix entre Ian Maimni et Amir Johnson. Voilà. Non, Yann Maimi, c'est complètement parce qu'il est français, enfin Oui, qu'il est voilà. francophone. Exactement. Européen, Et on t'as va dit dire. qui en deuxième? Et Amir Johnson. Bof, hein. Ouais, Ouais. non, pas en forme là. Non, bah, c'est NBADraft.net. Mais Ouais, non, mais effectivement. vas-y, continue. Draft Express, pas de comparaison pour à l'époque. Le surnom, là encore, grande créativité de Basketball Référence. Le surnom, c'est Swiss Bank pour Clint Capela. C'est Parce qu'il est limite un peu suisse. raciste ça, non? C'est comme je sais plus qui, Marc Gasol, je crois, qui s'appelait Big Spain parce qu'il était grand et il était espagnol. Ouais. Mais bref, et donc son parcours rapidement avant qu'on en discute. 25e choix de la draft 2014, donc à l'époque. Et donc 2015, saison rookie, il joue quasiment pas. Il joue 12 matchs dans l'année, 7 minutes de jeu par match. Donc, voilà, il fait le garbage time. Cela dit, il fait quand même les playoffs, 17 matchs de playoffs, mine de rien cette année-là. L'année où d'ailleurs Houston va en finale conférence contre les Warriors. Et je me souviens d'ailleurs une séquence où il se fait avoir sur isolation par Stephen Curry. C'était bienvenu en NBA. Mais donc une première année rookie très 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 timide, je pense, qui compte pas trop. 2016, il a 20 minutes de jeu par match derrière Dwight Howard, toujours 7 points de moyenne. 35 titularisations sur 77 matchs, d'ailleurs, mine de rien, parce que ça commençait un peu à tourner vinaigre avec Dwight Howard. Il n'y avait pas de coach à l'époque, puisque c'était JB Bickerstaff qui gère l'équipe. Donc voilà, il avait un peu des titularisations par défaut, on va dire. En playoff, c'est Houston est très mauvais, 7e ou 8e de conférence, et ça tombe contre les Warriors au premier tour, il n'y a pas de débat. 2017, par contre, première année où il est titulaire, mais il est titulaire qu'à 24 minutes de jeu par match. J'avais pas ce souvenir-là. 13 points de moyenne pour Clint Capela. Et donc, c'est l'année avec Ryan Anderson, Eric Gordon qui arrive, etc. Et Houston s'arrête au deuxième tour contre les Spurs, la fameuse série avec Manu Ginobili qui contre James Harden par derrière. Cette série-là. 2018 pour Clint Capela, 27 minutes de jeu par match, titulaire, mais pas non plus un énorme temps de jeu, 27, 14 points de moyenne. En playoff, c'est la fameuse année où ça s'arrête en finale conférence contre les Warriors, la série dantesque, en 7 matchs. 2019, 34 minutes de jeu par match pour Clint Capela, première année où il a un gros temps de jeu, 17 points de moyenne. En tant que pivot, c'est quand même pas mal, pivot catch and finish. Et en playoff, ça s'arrête une nouvelle fois contre les Warriors au deuxième tour. Et puis 2020, il fait 39 matchs à Houston, il fait une demi-saison à Houston, avant d'être échangé contre Robert Covington, enfin l'échange à 3, Atlanta, Minnesota à Houston. Covington arrive pour être le 5, et donc lui, il part à Atlanta, mais il ne jouera pas de cette année 2020 à Atlanta, il était blessé. Et donc voilà, déjà, c'est déjà fini en fait pour la décennie de Clint Capela. Donc, c'est vrai que pour te lancer un peu sur son profil, j'ai envie de dire que c'est le profil type du ring protecteur plus en défense, plus catch and finish en attaque qui aurait dû aller très très bien à cette décennie. Mais en vrai, il y a peut-être un peu trop peu à se mettre sous la dent, non? Clairement, dans le côté négatif, c'est le minutage que tu as dit. Entre les blessures où il a un peu du mal à faire des saisons complètes et les temps de jeu. Alors, je suis pas allé vérifier, mais j'ai un vague souvenir que ça parlait d'une question d'endurance qui était peut-être pas à fond. Après, Houston avait aussi, enfin, je suis à revoir vite fait pendant que tu parlais. Les équipes qui avaient cette première année au titulaire, t'as quand même derrière dû montrer Oui, c'est ça. Il y avait une rotation à 3 avec Harrell et Néné, effectivement. Voilà. Donc tout ce combiné faisait un peu, mais tu vois effectivement la question du temps de jeu. J'ai un vague souvenir cette histoire d'endurance, c'était un peu gênant. Que ça fait partie des caractéristiques. Si ça fait partie des caractéristiques du joueur, bah oui, c'est un négatif, c'est un peu dommage. Donc effectivement là-dessus, ça va enlever pas mal. Oui, le profil type j'ajouterais même un peu plus que ça. C'est un peu le profil type, mais avec un gros plus. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait l'attribut du pivot classique efficace, c'est-à-dire plutôt bon rim protector, plutôt bon protecteur raquette, aussi bon rebondeur, et qui en attaque faisait les écrans et finissait le pick and roll
vraiment ce côté, vraiment le pivot rim runner, rim protector, pas parfait parce que la protection du cercle, c'était bien, c'était pas non plus élite. Mais l'effet, le petit plus qu'on avait et qui était très très utile pour cette équipe-là de Houston, c'était que c'était aussi un pivot qui avait des vraies mentions de pivot, des vrais éléments de pivot, mais qui était bon sur switch en fait, qui pouvait défendre sur des joueurs un peu rapides, sur des extérieurs, des arrières, voire des meneurs, suffisamment pour couper un peu le décalage du pick and roll, ou du moins pour survivre, pour rendre difficile le switch, quoi. Et ça, en vrai, c'est très rare, ça. Oui, c'était un peu Tyson Chandler, mais avec du switch, en fait, grosso modo. C'est ça, c'est ça. Et tu vois, des Tyson Chandler type, à différents degrés, t'en as quand même pas mal. T'en avais, surtout à cette époque-là où c'était un peu le profil à la mode, quoi. Parce que c'était, Ouais. ça optimisait très fort là où Curry peut le faire, dans la protection du cercle et le rim running. Donc tout le monde voulait chercher un peu son joueur-là. Capella, effectivement, ce joueur-là, avec en plus ce truc qui, pour le coup, était un peu inédit, très rare, de ce que c'est Switch, alors que justement, les défenses en Twitch, le pick and roll prend un gros essor. Il faut absolument avoir un pivot qui peut un peu les gérer dans la profondeur, avec le côté un peu André Bogut, je recule pour protéger le cercle. Mais ça suffit pas, parce qu'en plus, il y a les mecs qui commencent à tirer à 3 points en sortie de dribble, genre Stephen Curry, Damian Lillard. Donc, il faut aussi un peu des pivots qui peuvent défendre le pick and roll un peu proche, un peu en collant et voir en faisant le switch, quoi. Et ça, à cette époque-là, à part Capella, peut-être Tristan Thompson, Ah, mais où il y a beaucoup moins de taille, on va en reparler, Tristan Thompson, je pense. peut-être. Mais t'avais pas ça, quoi. Ouais. Du coup, vraiment, pour moi, c'est un des pivots super précieux. On revient sur la notion de précieux, mais vraiment super précieux. En dehors peut-être des licornes du genre Draymond C'est Green ça. ou Al Horford, ou même sur la toute fin de la décennie Bam Adebayo, mais effectivement lui en 2017-18 c'était un rim protector qui était très mobile par rapport à tous les autres standards c'était un peu le meilleur des deux mondes, Oui, quoi, on va dire. c'est ça. Du coup, t'as une forme de licorne autre, qui n'est pas celle de habituelle, c'est-à-dire protection du cercle et tir à 3 points. Lui, c'est ce côté licorne, dans le sens chimère, dans le sens machin, que tu vois jamais, combinaison que tu vois jamais, de rim protector et rim running, je mets les deux ensemble pour le coup, parce qu'il était très fort. Et ce côté, je peux aussi défendre sur des extérieurs. Voilà. Alors après je dis le meilleur des deux mondes. Le fait est qu'il était quand même moins fort dans ces deux mondes que par exemple quelqu'un comme Draymond Green, qui était Oui. Draymond, c'est vraiment le meilleur vraiment des deux mondes, c'est-à-dire le meilleur d'un monde et le meilleur de l'autre monde, c'est-à-dire élite switch et aussi élite sur tout ce qui est rim protection et tout ça. Capella pour moi c'était un peu plus quelqu'un qui savait faire les deux, mais aucun à un niveau d'élite comme d'autres peut-être profils pouvaient faire, quoi. Par rapport à si tu prends Draymond Green, alors Draymond Green il reste un joueur immensément plus fort, hein. Mais par rapport à Draymond Green, là où tu ajoutes des trucs un peu plus purs de pivot, qui sont le rebond et le rim running. Alors, à quel point, justement? Parce que, alors, le rim running, je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'était un peu son seul atout parce que en attaque, c'était quelqu'un qui avait pas de jump shot, qui avait pas de passing, qui avait pas de drive, qui avait pas de création balle en main, qui avait pas de post-up. Il avait quasiment rien en attaque, si ce n'est le. Puis pas de shoot et pas de passing à un niveau criant, c'est-à-dire Oui, qu'il c'est avait ça, la balle voilà. dans les mains. Et vraiment, il savait qu'il pouvait pas faire une passe, mais ça se voyait sur son visage, quoi. Tout le monde paniquait Oui, autour oui, de bien lui. sûr, ouais. Il faut qu'il donne la balle. Et le shoot, c'était aussi catastrophique. Bon, déjà, effectivement, il avait la balle à 3 points, mais tu pouvais défendre tu pouvais défendre des tribunes, plus ou moins. Et pour le tir, là aussi, un truc gênant, et c'était gênant avec son truc de rim running, c'est les lancers francs. Ou au niveau des lancers francs, c'était très mauvais. Il y a même des séquences catastrophiques. Et du coup, tu perds des points sur son rim running qui est si fort, perdait des points sur ses lancers francs, quoi. Oui, mais alors, tu vois, là où il avait que le rim running et que le catch and finish et les alley-oops sur pick and roll, mais ça avait de la valeur, finalement. Alors, c'est Et peut-être. beaucoup de valeur, je trouve. Oui, mais c'est peut-être un peu gentil parce qu'on est quand même dans des standards très élevés avec la centaine, mais bon, ça avait de la valeur. Et notamment, moi, j'ai un exemple, j'ai revu la série donc Clippers Houston de 2015. C'est là aussi, peut-être on se souvient mal de l'association Harden-Dwight Howard. On a un peu cette image de Dwight Howard, c'est un joueur de pick and roll, alors que pas tant que ça, c'était quand même quelqu'un qui réclamait beaucoup de post-up. Mais bref, donc t'as le match 1 où ça galère en attaque, Dwight Howard veut ses post-up, James Harden ne fait pas grand-chose. Dwight Howard sort, Clint Capella rentre,
Houston et James Harden enchaînent 5 pick and roll d'affilée avec Clint Capella. Et là, quand tu connais la suite, tu dis ah oui, donc c'est peut-être aussi pour ça que on a eu ça. Et d'ailleurs, au match 2, ils font exactement ça, c'est-à-dire on arrête les post-up de Dwight et on fait 5 ou 6 pick and roll d'affilée et ça marche. Mais bref, donc il y avait ce côté partenaire idéal de pick and roll avec James Harden et c'est bien, c'est mieux que rien. Après bon, quelle valeur ça avait ça, à part cette valeur très basique finalement. Bon, sympa, mais sans plus. Et surtout, moi, toute la question, c'est à quel point est-ce qu'il était bon en défense aussi. Parce que tu vois, on a parlé de Tyson Chandler. Je trouve qu'un mec comme Tyson Chandler était meilleur dans tout ce qui était rim protection, mais même rebond et protection du panier. Enfin, t'avais l'air de dire qu'en rebond, il était pas mal. Je suis pas convaincu que... Enfin, il pouvait le faire, toutes ces activités, on va dire, d'intérieur. Donc, c'était quelqu'un qui pouvait switcher, mais en plus, en bonus, il pouvait aussi faire la protection de panier et assurer le rebond. Mais pas non plus des tonnes, j'ai l'impression. Là, je suis pas allé creuser plus que ça. Moi, j'ai cette image de rebondeur de niveau pivot, c'est-à-dire où tu es content, où t'as pas de... Ouais. Le rebond, ça reste une question compliquée parce qu'en vrai, on a presque envie de dire que c'est plus collectif qu'individuel. Mais après, la difficulté aussi, on aime bien aussi s'appuyer sur des stats, mais là, on peut pas le faire parce que si tu regardes les stats de rebond offensif concédé à l'adversaire quand il est sur le terrain, elles sont très mauvaises, mais en même temps, c'est parce que lui était loin du panier aussi, avec des switches. Donc c'est pas des stats qui vont être pertinentes, quoi. Bon, alors, sur le rebond, du coup, j'ai pas de stats, mais j'en ai sur la protection du panier, par exemple. Et donc, des situations où ça recoupe un peu les stats, finalement, recoupe avec exactement ce que mes souvenirs, qui étaient que c'était bien, mais c'était quand même pas top, quoi. Et donc, oui, c'est ça. je disais les tirs défendus proches du panier quand lui est le défenseur dans la zone, on va dire. En 2017, il inflige une différence d'efficacité à l'adversaire de moins 4%, grosso modo. Moins 4%. Par exemple, cette année-là, les tout meilleurs, c'est Rudy Gobert, moins 14% d'efficacité infligée à l'adversaire sur des tirs proches du panier. Même des Robin Lopez est à moins 8. Miles Turner ou Marc Gasol sont autour des moins 8 également. Enfin bref, donc moins 4, c'est quand même assez banal. C'est au niveau de Cortat, au niveau de Pau Gasol. Donc c'est bien, mais c'est pas non plus des foudres de guerre. 2018, pareil, moins 5% comparé à moins 4 l'année d'avant. Pareil, hein, Gobert et Embiid sont à moins 10% infligés parmi les premières places. 2019, toujours moins 3,8 de pourcentage infligé. Donc, en gros, sur les 3 saisons, il a été le pivot titulaire de cette équipe des Rockets. Tu vois, quand on prend cette stat, c'est-à-dire on sort un peu du contexte de switch ou pas switch, dans les situations où il était proche du panier et qui défendait, bon, c'était pas la folie, quoi. C'était pas la folie, mais t'as quand même le côté où tu as les Gobert, tout ça, pas mal de joueurs que tu as cités. Il y avait le système est aussi construit pour amener les défenseurs sur leur tronche, en fait, proche du panier. Là où Capella, c'était plus comment dire, j'allais dire de l'improvisation, entre guillemets. Tu vois, Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. du rattrapage des fois. Mais après, je pense aussi qu'il n'avait pas le même côté. Quand il n'est pas impliqué sur l'action, quand ça doit être un peu le mec qui surgit depuis le côté faible pour protéger, il était clairement un ton en dessous de Gobert, évidemment, Embiid, évidemment. Mais tu vois, même des Robin Lopez, ou peut-être, ou alors même des Tyson Chandler, hein, pour prendre ce profil de catch and finish et rim protector. Pour moi, Chandler était largement au-dessus de ce que peut faire ce qu'a pu faire un Capella, en tout cas. Oui, par rapport à Tyson Chandler, je suis assez d'accord. Robin Lopez, je saurais pas te dire. Non, Robin Lopez, c'est vrai que c'était plus statique, on va dire. C'était plus du drop face au ballon. Mais effectivement, par rapport dans le même profil, Chandler, je le trouvais meilleur. Ouais. Ah ouais. Mais c'est avec Capella, défensivement, ce qui est intéressant chez lui, c'est surtout sa mobilité et sa longueur. Comme dit, c'est pas vraiment un défenseur très statique, mais l'avantage, c'est qu'il pouvait faire les deux, en fait. C'était donc forcément, il y a pas ce côté un peu je tunnel jusqu'à mon rim protecteur comme Gobert. Mais c'est aussi pas comme ça que tu veux le mieux utiliser Capella. Tu veux le mieux utiliser sur des switches, sur des mouvements, sur de la vivacité. Et je te rejoins tout à fait sur le fait que c'est pas un rim protecteur d'élite, mais il est capable. Ouais. Non, mais il y avait une valeur structurelle de savoir faire les deux, en fait. Hein. Clairement, switch et un peu les trucs de gros, même si les trucs de gros, je le trouvais pas si fort que ça, moi, de mon côté. Mais tu vois, voilà, ça a de la valeur, mais mine de rien, au global, à quel point ça avait de la valeur, sachant qu'en attaque, c'était que du catch and finish, et que donc en défense, c'était un peu des deux, mais jamais génial dans aucun des deux. Bah, la réponse, on l'a un peu eu du côté de Houston, hein, parce qu'ils ont fini quand même par les changer pour carrément passer sur du five-out complet, hein, en faisant venir Robert Covington. Ouais, mais
plus la faute de Westbrook que la faute de Capella, à mon sens, hein. Peut-être, ouais, peut-être. Mais dont je me souviens que c'était bon la gourmandise de tenter Westbrook. On voit que ça marche pas. On tente de créer du spacing en faisant cet échange-là où Capella s'en va et c'est Covington qui revient, qui arrive, je crois. Mais je pense que c'était un peu le raisonnement de se dire on perd un peu en défense, mais finalement, ce qu'on gagne en attaque avec un vrai extérieur tout le temps dans le périmètre, c'est peut-être un peu mieux. L'échange était un peu de ce côté-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que oui, tu perds quand tu passes d'un vrai intérieur à un extérieur qui remplit ce rôle-là. Tu perds en défense, mais finalement, tu as aussi le gain offensif du spacing, très simplement. Et tu vois, je pense que. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est que si vraiment ça avait été un rim protector plus catch and finish d'élite, je suis pas sûr qu'ils auraient totalement fait ce move-là, Houston. Enfin, s'il était fort à ce point, il serait resté avec, quoi. Et là, il me semble qu'il était suffisamment moyen pour que tu puisses te poser la question d'aller jusqu'au bout du raisonnement et de l'échanger, quoi. Mon souvenir, c'était aussi que finalement, on a eu ce truc du switch all qui marchait du feu de Dieu, deuxième partie de saison 2018, notamment à Houston. Mais que tu vois, même la saison 2019, j'ai pas mal de souvenirs où défensivement, ça galère un peu plus. C'est vrai. Et même lui individuellement, galère un peu plus. Mais on n'était pas, tu vois, ça y est, j'ai retrouvé 17e au defensive rating en 2019. Alors que la fin de saison d'avant, ils étaient genre dans le top 3, je crois, en termes de defensive rating, avec un switch all de fou. Voilà, même 2019, ça commençait un peu à patiner. Enfin bref, il y a un peu cette idée il était bien, hein, il était bien, mais pas génial peut-être dans ce rôle-là. Et du coup, moi, on peut prendre peut-être 2-3 minutes pour transitionner vers le classement, mais pour toi, est-ce qu'il y a une différence avec le cas de Tristan Thompson ou pas? Parce que moi, j'avais un peu envie de rapprocher les cas, il y a beaucoup de similarités, sachant que Tristan Thompson, on l'a un peu booté en dehors du top 100 pour l'instant parce qu'il s'est retrouvé un peu descendu. On a mis des gens entre lui et donc il est actuellement 106e, donc il ne passerait pas le cut. Mais finalement, tu vois, enfin, je sais pas ce que tu en penses au niveau des ressemblances entre les deux. Oui, mais c'est effectivement le parallèle que tu fais assez vite. C'est normal. C'est un peu les mêmes profils en vrai. Je trouve que sans avoir vérifié précisément, je trouve que Capella est quand même un meilleur protecteur de cercle Ouais. et qu'il est plus intéressant en attaque. Mais peut-être je valorise un peu plus que toi le rim running parce que je trouve que ça aussi que ça crée du spacing en fait. C'est pour ça que autant la comparaison, je trouve qu'elle se discute très largement. Si tu me demandes, je mets Capella devant et avec une petite marge pas énorme, mais quand même une petite marge quoi, tu vois. Sans tenir compte encore du minutage. Mais je crois qu'au niveau du minutage, toi, on ne doit pas être si loin, en fait, non? Et en fait, on l'avait fait avec toi en plus, hein, Tristan Thompson. Oui, 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 oui. Et j'étais pas chaud du tout. Mais c'était il y a longtemps, hein. J'étais jeune à l'époque, hein. J'étais pas chaud du tout. Et je ne suis toujours pas plus chaud. C'est juste que je suis pas chaud sur Capella non plus. Et que la comparaison, elle vient un peu intuitivement au niveau des similarités entre les cas. En gros, voilà, il y a quelques saisons, il y a une poignée de saisons où ils sont un peu un profil de poste 5 moderne, un peu hybride, on va dire, qui peut faire du switch et qui a un peu le côté intérieur qui peut gêner certains switchers de l'autre côté en attaque, de par du rebond offensif ou de la finition. Mais bref, je suis un peu là-dessus parce que, encore une fois, moi je trouve que Tristan Thompson ne méritait pas forcément de passer le cut des 100. Et d'ailleurs, actuellement, il est assez bas. Et du coup, je me dis, est-ce que Capella va passer le cut ou pas? Sachant que, donc, Thompson, ce qui me gênait, c'était évidemment l'attaque qui n'était pas si efficace que ça. Mais en vrai, il n'y a pas non plus un écart de fou avec Capella. Et ce qui me gênait aussi, c'était pas beaucoup de titularisation. Ça, on avait un peu ressorti ça. C'était oui, flexibilité en playoff, le switch, etc. Mais finalement, sur des saisons régulières, sur la totalité de saisons régulières, il n'était pas titulaire et pas tout le temps en tout cas, et pas avec des gros temps de jeu. Donc je suis un peu allé regarder. Capella n'a que 8000 minutes. C'est quand même très très peu. Et les joueurs qui sont au niveau de 8000 ou 10 000 minutes dans notre classement, en gros, ils ont 3-4 saisons, mais de très haut niveau, quoi. Et c'est pour ça qu'ils sont dedans, du genre Kevin Garnett, du genre Ray Allen, ou des joueurs comme ça. Luka Doncic, Embiid, ils sont à 8000 ou un peu moins. Voilà. Donc lui, 8000, c'est pas beaucoup. Tristan Thompson a plus. Alors, j'ai pas le minutage total, je peux le retrouver, mais surtout en termes de matchs, notamment, donc. 295 matchs pour Tristan Thompson, à peine 200 pour Clint Capella. Bon, au niveau des titularisations, effectivement, on est sur 149 pour Tristan Thompson et 200 pour Clint Capella, donc plus pour Capella, mais voilà, il y a quand même 100 matchs de plus pour Thompson.
sachant que Thompson, c'est sur 27 minutes de jeu par match, Capella, c'est 28. Ouais, mais attends, Thompson, parce que dans mon souvenir, un truc qu'on Attends, disait. je précise, mais Thompson, j'ai pris les 4 années où il est bon. Hein. J'ai enlevé avant Ah et ouais, après ok, LeBron. voilà. Parce que avant LeBron, c'est nul, et après LeBron, c'est encore plus nul. Donc j'ai pris les 4 saisons où Thompson était bon, et Capella, j'ai pris les 3 où il est titulaire à Houston, quoi. En gros. 17, 18, 19. Ah, ok, ouais. Donc voilà, c'est effectivement, mais tu fais bien le préciser. Au niveau de l'efficacité, c'est vrai quand même que Capella est au-dessus. Hein. Là où Thompson fait du plus 9, plus 7, plus 13%, Capella il fait du plus 16, plus 17, plus 18, donc oui. Et puis, comme tu dis, il y a un côté rim runner que n'avait pas Tristan Thompson. Mais je me dis, en termes de valeur accumulée, somme accumulée, qui est un peu l'exercice du jour, il n'y a pas beaucoup à se mettre sous la dent pour Capella, et c'est un peu ça qui me dérange, parce que intrinsèquement, je préfère Capella, mais il n'y a pas beaucoup, quoi. Il n'y a pas beaucoup, mais t'as pas besoin de plus, en fait. Je veux dire, ses défauts, c'est pas grave s'ils y sont, en fait. À part les lancers francs où ça me gênait. Alors, ça aurait été bien qu'il ait un shoot à 3 points, machin. Mais en vrai, comme pour un Tyson Chandler, mais tu peux vivre largement avec. Enfin, je veux dire, tu peux être très, très, très fonctionnel. Oui, non, mais je parle pas de profil intrinsèque, là. Je dis en termes de valeur cumulée, on a quand même pas beaucoup, quoi. Le profil, lui, je suis d'accord. Le profil, je suis d'accord, mais en termes de concrètement ce qu'on a eu, on n'a pas eu des tonnes, quoi. Et tu vois, je n'aime pas du tout le profil de Thompson, enfin, pas du tout, tout est relatif par rapport au top 100, mais, enfin, tu vois, c'est en termes de valeur accumulée, il n'y a pas beaucoup, quoi, avec Capella quand on compare à Thompson, quoi. C'est un peu, ça me gêne un peu, mais je sais pas. Oui, non, mais pourquoi pas, mais j'ai envie de t'embêter Ouais. et de te dire, mais est-ce que finalement, alors après, le problème, c'est que j'ai pas les volumes, hein, mais tu vois, Sean Marion, qui est au-dessus, qu'on avait fait aussi toi et moi, qui est un négatif Oui. très large en attaque et qui en défense est très bien, mais sur des postes extérieurs. Alors, attends, du coup, juste pour dire, pour conclure, sur le niveau des stats de Basketball Index, qui donc mesure un niveau par 100 possessions, donc par 100 possessions, les scores de Capella sont quand même bien meilleurs que ceux de Thompson, ce qui recoupe un peu avec ce qu'on dit, hein, on préfère largement le profil de Capella que celui de Thompson, qui était un peu inefficace, ou en tout cas qui met bien prendre des tirs un peu compliqués, qui n'était pas tout le temps là, qui était bref, pas aussi bon protecteur de panier, etc. Donc ça se recoupe avec effectivement les stats de Basketball Index, ok. Et après la question par rapport à Sean Marion, on peut transitionner vers le classement si tu veux bien. Je veux bien Sean Marion, mais Sean Marion pour l'instant ne passe pas le cut des 100. Donc Oui, tu as. la question c'est, est-ce qu'on mettait Capella dans les 95 enfin, est-ce qu'on l'insère dans les 95 actuels, enfin dans le top 100 quoi en gros, ou est-ce qu'on le rapproche de Thompson qui est 106e actuellement, tu vois. Mais après la question c'est, moi ça me va, on peut mettre Capella au-dessus de Thompson, mais imaginons on le met juste au-dessus de Thompson, donc il passe pas le cut. Oui, non, c'est pour ça que j'étais sur des mecs de top 100, là, j'étais sur du Miles Turner, Oui, mais non, mais du coup, je te dis ça parce que du coup, ça ferait que Harrison Barnes, du coup, qui pour l'instant ne passe pas le cut, passerait le cut. Est-ce qu'on préfère Harrison Barnes à Clint Capella? Ou est-ce qu'on délaisse Capella, on le classe là où on pense qu'on le classe, et qu'ensuite on se dit, bon, bah, qui est-ce qu'on va repêcher? Est-ce que c'est Harrison Barnes qui est remonté vers le haut? Ou est-ce qu'on va carrément repêcher, on dit, ben, on réévalue un Bogut, un Ingles, un Miles Turner? Tu vois, moi, Miles Turner, finalement, je crois que je mettrais Capella entre Tristan Thompson et Miles Turner. Toi, tu préfères Turner? Ah oui, Je crois que je enfin, préfère Turner, ouais. en tenant compte du minutage ou même de. En tenant compte du minutage, ouais. Parce que Turner, il a Ok. 5 saisons pleines. Non, mais je suis d'accord que le minutage, je plombe. Enfin, comme dit, moi, j'adore ce joueur Capella. Je dis, c'est mon pivot de tir de mon équipe, je suis Mais je content. suis d'accord, ouais. Ouais, ouais. Par contre, c'est vrai, et on revient sur la discussion Boris Dio et même Ginobili et tout ça. C'est vrai que le minutage et le nombre d'années aussi le fait énormément tomber, quoi. Puis le minutage et le nombre de matchs parce qu'il y a beaucoup de blessures. Et d'ailleurs, tu parlais de un moment donné où tu es un peu moins intéressant en switch. De mémoire, c'est quand tu le disais que ça m'est un peu revenu, que ouais, on s'est dit, ah, mais les blessures Oui, l'ont fait perdre un peu en vitesse latérale, quoi. oui, oui. Et je pense qu'effectivement, il y a eu ce truc-là. Et peut-être que le Capella à fond n'aurait peut-être pas été échangé, comme tu disais. Donc oui, je vais pas te contredire si en tenant compte du minutage que ça le fait descendre derrière du Turner, Alors Barnes, je me souviens plus ce qu'on retient parce que je sais qu'il y a plein d'années qu'on retient pas. Bah, alors, c'est ça aussi, c'est est-ce que du coup, parce que le classement, bon, on l'avait pas fait avec une précision de fou, hein, le best of the rest, on savait que ça passerait pas le cut ou des trucs comme ça, mais du coup, ça serait bah, Harrison Barnes avec finalement ces 3 saisons
ces 3 saisons de role player 3D à Golden State, quoi. Et tu vois, finalement, je me dis, finalement, quitte à prendre des 3 saisons, est-ce que c'est pas Capella avec ces 3 saisons qui est mieux? Donc, Après, c'est 302 Barnes à 35 minutes, non? c'est ça, ouais. Avec aussi le même niveau, je mettrais un peu sur le même point, le même niveau de compétition, quoi, on va dire, parce que dans une bonne équipe qui va plutôt loin en playoff, je crois. Ouais, oui, bien sûr. Après, ça me dérangerait pas non plus de dire on remonte Miles Turner, on remonte Turner devant Barnes, hein, parce que Turner a protection du panier, spacing. Turner, il est drafté 2015, et donc il fait 16, 17, 18, 19, 20 en tant que pivot titulaire, et c'est avant ses blessures en plus. Il fait spacing, il fait protection du panier. Ouais. Je pense que ça vaut plus que les 3 ans de role player 3D d'Harrison Barnes. Ou alors, au-dessus de lui, on a Drew Ingles aussi. On peut mettre Drew Ingles. Hein, Ingles a ce côté créateur un peu, alors pas tertiaire, ouais. puis initiateur que moi je valorise beaucoup. Il me semble que toi aussi, mais ça peut discuter. On peut remonter Ingles pour être le 100e. Tu peux nous redire les 5 derniers que tu as sur le top 100? Alors en fait, on a classé organiquement plein de joueurs, mais du coup on est arrivé à plus de 100. Voilà. Donc, du coup, pour l'instant, les tout derniers, on a Chandler Parsons, Boris Dio, Marcus Smart, Jay Crowder, Patrick Beverley et Tony Allen. Voilà, Tony Allen aurait dû être le 100e, sauf que là, on va classer Capella en dessous. Du coup, le premier sur la liste, parmi ceux qui passaient pas le cut avant, les 3 premiers, c'était Barnes, Bogut, Ingles et Miles Turner. Est-ce qu'on reste dans cet ordre-là ou est-ce qu'on se dit, bah non, en fait, Ingles, ça valait mieux que Barnes ou Miles Turner, ça valait mieux que Barnes? Pour moi, Ingles devant Barnes. Ouais. Je suis assez d'accord. Turner devant Barnes, avec ce que tu m'as dit. Ouais, je suis assez d'accord. Et entre Turner et Ingles, j'ai un peu peur de trop favoriser la protection du cercle. Parce que tu vois, en plus, Ingles, il y a ce côté où... bon, après, il y avait Gobert à côté de lui, mais... Il était un joueur important d'une équipe qui est importante, quoi. Turner est un joueur important, mais il n'y a pas que des mauvais joueurs autour de lui. Et pourtant, tu restes un peu sur ta faim, quoi. Tu vois. Alors, tu dis, ah oui, mais à quel point c'est de son fait? Est-ce que avec des équipes où tu n'as que des joueurs qui ont niveau moyen, tu mets Ingles d'un côté, tu mets Turner de l'autre avec le même nombre de temps de jeu, tout ça, qui fait mieux, quoi? Enfin, quelle équipe fait mieux, quoi? Ingles, il a une saison à 24 minutes et ensuite 3 saisons à plus de 30 minutes en termes de somme cumulée. Donc voilà, mais je suis d'accord que Ingles est au-dessus de Harrison Barnes, effectivement, dans les règles qu'on s'était fixées et qu'on a fait. Miles Turner, il fait 17, 18, 19, 20 autour des 30 minutes. Donc lui, il en a 4. Et protection du panier. Et en plus, 3 points à une époque où c'était pas forcément autant la norme qu'aujourd'hui. Ça commençait quand même déjà à être très, très recherché, enfin très Oui. à la mode quand même. Hein. Oui, effectivement. Et après, sinon, il y a aussi Andrew Bogut qui est par là. Bogut qui a pas non plus des gros temps de jeu. Oui, c'est vrai. Mais un peu dans cet esprit Boris Dio, on peut aussi sauver Bogut. Bogut, il fait une grosse saison à Milwaukee, ensuite il est blessé, ensuite il va aux Warriors, et aux Warriors, il fait 3 saisons à 20 minutes. Non, je crois que 2. Donc, non, mais éliminons Bogut, je suis d'accord. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a pas assez de temps de jeu et que. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Ingles ou Turner? Comme ça, je dirais Ingles. Moins problématique sur le terrain, plus d'impact direct avec son playmaking, son shoot à 3 points, sa présence, une défense correcte, assez flexible. Comme ça, là, j'ai Ingles devant, comme ça. Ouais, mais faisons comme ça alors, faisons comme ça. Donc Harrison Barnes manque le cut une nouvelle fois. Désolé, On Harrison. refait passer Drew Ingles devant. Non, mais ça me va. Je pense que c'était comme ça parce que j'ai pas voulu embêter Rafa non plus pendant 8 heures à tout reclasser le bas. J'ai bien vu qu'il commençait à lâcher. Et c'était normal. Non, mais faisons comme ça. Mais du coup, on classe Capella vers Tristan Thompson ou entre Turner et Thompson, donc vers la 100e place, ce qui sera plus tard la 105e, quoi, en gros. Oui. Ok. Du coup, quand même, petit quiz, même s'il est plus dans le, même s'il est plus dans le top 100. Ouais, tu vas me demander l'effectif de la Suisse. Non,
J'aurais pu. Non, c'était un kické dans l'effectif de Houston, son année rookie. Donc 2015, l'année où ils font finale de conférence. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de cette finale de conférence 2015? Enfin, Houston qui va en finale de conférence. Ouais, sachant que je mélange un peu tous les Houston, donc ça va être un festival. Mais déjà, bon, Harden. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà du Eric Gordon, comment il Non, s'appelle pas encore. Du coup, il n'y a pas non plus Ren Anderson. Non, non plus. C'est 2017, ça. Attends, il y a du Marcus Morris. Non, il est parti à Phoenix, entre-temps. Drafté 2011, mais parti à Phoenix. Dwight Howard, il est là. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas son remplaçant Greg Smith? Non, son remplaçant, c'est Capella. Ouais, mais à un moment donné, enfin, Howard, c'était encore avant, enfin, je sais plus. Est-ce qu'il y a ton ami Terrence Jones? Exactement, il est là. Terrence Jones, Écoute. futur MVP. Euh, T'as des classiques, hein. Le meneur, c'est un classique. Le partenaire de backcourt de Harden, classique. Beverley. Beverley, effectivement. Classique aussi au niveau de l'aile. Attends, Trevor Ariza. Exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Ça, je commence à me remettre doucement l'équipe. Alors, c'était l'année où ils ont sorti les Clippers de Doc Rivers. Tu sais, le fameux. Avec Josh Smith. Exactement, voilà. Josh Smith, et il y en avait un autre. Un champion avec Florida. Corey Brewer. Exactement, Corey Brewer. Je m'en veux beaucoup de pas l'avoir sorti d'entrée, quoi. On avait aussi, qui avait une petite place dans la rotation cette année, assez pas mal d'ailleurs, un champion avec Dallas. Un arrière. Jason Terry? Exactement, Jason Terry était là. Hop. Il fait une saison assez sympathique là-bas. On avait un ancien rookie des Knicks, mais un rookie très vieux. Prigioni. Exactement, Pablo Prigioni. Est-ce qu'il n'y avait pas le grec? Je crois que c'est Papa Nicolau. Exactement, Kostas Ouais. Papanikolaou était là, j'allais te le faire deviner. À l'intérieur, on a aussi il y avait Terrence Jones, mais il y avait aussi un autre. Et oui, je cherche depuis tout à l'heure, là. Il y avait un peu cette ribambelle de jeunes, là. Qui avait failli partir à Détroit, mais il y a eu un problème sur le... Enfin, le trade était fait, mais il y a eu un problème sur le physique. À l'intérieur de poste bas. Monty Jonas. Exactement, Motier Jonas. Et puis, après, on a des noms un peu... Waouh. Non, on avait du Tariq Black aussi à l'intérieur. Oui, t'as vrai. Harrell n'y était pas. Non, draft 2015, donc il est encore à Louisville, Harrell. Et puis on avait Il n'y a pas un Isaiah Canaan Exactement, ou un truc comme ça? tout à fait, j'allais te le faire deviner. Ou alors tu triches, c'était sur la page Basketball Référence. Non, c'est je cherche les petits joueurs comme ça, parce que je sais que c'est des matchs qu'on regardait, quoi. C'était assez fun, cette équipe-là de Houston. Et faisant de tourner un peu les joueurs, voir les maillots, tout ça, il y a des joueurs qui me viennent comme ça. Il y avait un arrière d'Arizona. Je vais même te dire, il n'y a pas un Nick. Attends, un Nick Johnson, il n'y a pas un truc Exactement, comme c'est ça que je te dis, un arrière d'Arizona. C'était Nick Johnson. pardon. On avait un russe aussi, qui avait fait quelques bonnes piges au tout début à Minnesota, et qui ensuite a plus rien donné. C'est Shved, mais si c'est lui, je me souvenais pas qu'il était à Exactement, Houston. Alexis Shved, qui a fait quelques matchs. Ok. On avait un shooter d'élite. Je crois que Tom l'a en profil Twitter. Je sais plus quelle tête à son Twitter, il m'excusera. Et c'était un shooter qui était passé par les Vipers, donc l'équipe de D-League, et qui avait mis un game winner contre Portland l'année d'avant en playoff 2014. Ça te dit rien? Ça me dit vaguement un truc, mais là j'ai pas. Non, c'était Troy Daniels. Oui, Troy Daniels. Oui, bien sûr. Et puis, je t'épargne Francisco Garcia et Joey Dorsey. Et j'ai failli le sortir, je suis dégoûté. Ah ouais? Ouais, je l'avais, puis je me dis non, c'est trop vieux, et puis tu m'as lancé sur Tom là. Et puis le dernier devinable, c'était un joueur, je crois, drafté par les Sixers, mais qui a eu une histoire bizarre avec son contrat. C'est KJ McDaniels. Exactement, KJ McDaniels, tout à fait.